gouvernement centrafricain se fixe un délai pour procéder au désarmement des combattants des groupes armés. Les autorités du pays ne cachent plus leur ambition d'atteindre cet objectif au plus tard le 11 janvier 2020. Ces milices seraient constituées de plus de 9000 combattants équipés d'armes de guerre selon la liste qu'ils ont eux-mêmes dressée et remise aux autorités dans le cadre de l'accord de Khartoum conclu sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Membres des groupes armés qui contrôlent 80% du pays ravagé par un conflit meurtrier depuis 2013, ces milices qui se disputent le contrôle des ressources sont pour la plupart représentées au gouvernement depuis que 14 de leurs chefs ont signé le 6 février un accord de paix dans la capitale soudanaise Khartoum. Les violences ont reculé depuis, mais des combats sporadiques et des meurtres de dizaines de civils ont été enregistrés ces derniers mois. Depuis la signature de l'accord de Khartoum, 583 combattants seulement ont été désarmés et démobilisés selon les chiffres du gouvernement. C'est à l'organe étatique en charge du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement que revient la mission de superviser le désarmement des milices des 14 groupes rebelles signataires de l'accord de paix. La célébration au Cameroun de la fête du mouton, encore appelée Tabaski, s'est déroulée dans un contexte sociopolitique marqué par des appels au dialogue et par des soubresauts liés à la crise post-électorale. Nous espérons que nos pèlerins ont beaucoup fait d'évocations là où au lieu d'Abraham a fait l'évocation et Dieu a dit quiconque fait l'évocation là-bas il a accepté. Et surtout pourquoi? Surtout nos vœux le plus cher c'est quoi? La paix. Cette paix qui nous est chère au Cameroun. Ce n'est que lui, Dieu, qui peut ramener ça. Que Dieu vraiment nous accepte. Après la prière, du côté des ménages, comme ici chez le sous-préfet de Douala 3e, les préparatifs vont bon train avec quelques moutons égorgés par le maître des lieux. Cette fête de sacrifice, comme vous savez, c'est une fête de partage. Et ça suppose donc, lorsque vous immolez le mouton, vous le partagez en trois. Relativement à la fête du mouton que célèbre la communauté mahométane du Cameroun, ce dimanche 11 août 2019, le président de la République, Paul Biya, qui par un décret pris ce samedi, a déclaré la journée de lundi 12 août 2019 férié et chômé sur l'ensemble du territoire du Cameroun. Samedi soir, 2 soldats nigérians et 3 civils ont été tués lorsque des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué une base militaire à Gubio, à 80 km de la capitale régionale Maïdougouri, ont affirmé 2 sources militaires. Les djihadistes arrivés à bord de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes ont attaqué la base vers 18h GMT et combattu les soldats pendant près de 2 heures, a précisé l'une des sources. Selon cet officier, l'attaque a finalement pu être repoussée grâce à l'arrivée de renforts aériens. Les terroristes ont été pulvérisés et contraints de battre retraite. 11 d'entre eux ont été tués et 3 de leurs véhicules ont été saisis, a-t-il déclaré. Dimanche, des combattants de la faction rivale Boko Haram, également active dans le nord-est, ont attaqué le village de Ngowom à 14 km au nord de Maïdougouri, faisant 2 morts et incendiant des maisons, selon un responsable de milice d'autodéfense. Les djihadistes intensifient généralement leurs attaques pendant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha dans le nord du pays, où les dispositifs de sécurité sont renforcés dans les grandes villes. Les victimes ont été enterrées et les autorités ont tenté de rassurer les habitants de la région. La raison de ma visite aujourd'hui, on m'a informé que vous quittiez le village aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé hier. J'ai entendu que vous aviez fait vos bagages. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je rencontre les militaires. Ils disent qu'ils vont partir. Ce n'est pas vrai. Nous avons toujours nos troupes ici et nous allons combattre entièrement. Je veux rassurer les gens de la région qu'on leur apporte le soutien nécessaire. Le conflit a fait plus de 27 000 morts et environ 1,8 million de déplacés depuis 2009 dans le nord du Nigeria et s'est étendu aux pays voisins du bassin du lac Tchad. Les opposants gabonais veulent avoir le cœur net par rapport à l'état de santé du président de la République. Ils tiennent à s'assurer qu'il est apte à exercer ses fonctions 10 mois après un AVC.
En effet, le président du Gabon n'a pas pris la parole en direct et en public depuis qu'il a prononcé quelques mots à son retour à Libreville fin mars, après 5 mois de convalescence à l'étranger. Son silence a poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à demander cet examen. Un tribunal avait jugé le 4 mai en première instance irrecevable cette requête. C'était au motif que seule la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement ou les 2 chambres du Parlement, peuvent constater l'empêchement. Mais la Cour d'appel de Libreville a refusé lundi de se dessaisir de cette requête spécifique d'une expertise médicale au motif qu'elle serait incompétente et a fixé l'audience au 26 août, selon les avocats des 2 parties. Du côté des 10 plaignants, la prudence est de mise puisqu'il n'est pas exclu que des exceptions soient soulevées pendant la procédure le 26 août. Si la Cour d'appel a refusé d'emblée de se dessaisir, elle ne s'est en revanche pas prononcée au fond, non plus sur la capacité à juger une affaire impliquant le chef de l'État. Des figures de l'opposition ont appelé les Gabonais à se rassembler en masse samedi pour se rendre compte par eux-mêmes au défilé militaire de la fête de l'indépendance du 17 août où la présence du chef de l'État est annoncée à la tribune. C'est mal de... Je ne crois pas même. Je ne crois même pas. Je ne peux pas croire à ça même. C'est impossible. Je ne peux pas mourir. Non. Je ne peux pas. Je ne crois pas. Franchement, je n'arrive même pas à y croire. Et Allah. Il n'est pas mort, allez. Il n'est pas mort. Arafat que moi je connais là, il va mourir. Non, il n'est pas mort. Par rapport au fonctionnement même de ce Conseil supérieur de la magistrature, le ministre devrait prendre un arrêté pour nommer un conseiller rapporteur. Ça, c'est l'article 10 de la loi 2011-24, donc sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Après la rencontre, en tout cas selon les conseillers, ce conseiller rapporteur a eu connaissance du dossier dans la salle de la réunion. Donc ce qui est contraire à la loi, puisque l'article 10 dit que le conseiller doit préalablement prendre connaissance du dossier au niveau du secrétariat permanent de la magistrature qui est logé au sein du ministère de la Justice et non au sein de la présidence. Et le ministre, dans sa réponse, il a dit que ce conseiller rapporteur a été nommé le 29 juillet, donc la veille de la tenue de la session. Donc, cette disposition, nous avons constaté sa violation et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi c'est la veille qu'on nomme quelqu'un alors que le conseil a été convoqué depuis le vendredi, donc 3 jours avant la tenue. Constitution mandates. Arrivé à la tête de l'Afrique du Sud depuis moins de 3 mois, Cyril Ramaphosa se trouve déjà en eau trouble. Il est accusé par la médiatrice de la République d'avoir menti au Parlement à propos des donations reçues lors de son élection à la tête de son parti, le Congrès national africain, en 2017. Pourtant, à son élection, l'homme était présenté comme celui qui allait tourner la page des années noires de Jacob Zuma et de la corruption. Même si la haute cour de Pretoria a suspendu l'enquête, il est dit de coutume qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs et font ressurgir le dossier. En effet, des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias, la banque Goldman Sachs ou encore la famille Oppenheimer, la plus grande fortune sud-africaine, ont financé la campagne de Cyril Ramaphosa. Selon l'analyste Rolani Dubé, le chef de l'État est tout simplement la 12e fortune sud-africaine. Le problème se trouve dans la collusion dans ces milieux d'affaires, notamment entre Ramaphosa et les Oppenheimer, qui lui avaient même payé ses études. Avec ces révélations, l'image d'un Ramaphosa salvateur se trouve écornée. Malgré ses fuites dans la presse, le président a fait appel devant la justice pour que ses comptes de campagne ne soient pas rendus publics.
La médiatrice, une juriste indépendante, est chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration au sein de l'État ou de mauvaise gestion de l'argent public. La médiatrice a été saisie il y a près de 6 mois par le leader de l'opposition, Mouzi Maïman. Tout le long de cette côte, à l'est de Lomé, le même paysage dévasté. Un village fantôme, planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont dû quitter leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral et vivaient de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon. Suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après sa construction en 1967 que la mer aurait commencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants de sable qui venaient consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. Il s'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat, ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer, mais ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis. Plus de 130 groupes armés se battent pour d'innombrables raisons dans les provinces du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, faisant de cette région l'un des endroits les plus violents au monde. Selon un rapport publié mercredi par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo, ces groupes armés ont tué 1900 civils et enlevé plus de 3300 personnes entre juin 2017 et juin 2019. Au cours des 2 dernières années, l'épicentre de la violence est le territoire de Béni, où presque un tiers de tous les meurtres de civils ont été enregistrés, principalement à cause des combats entre les forces de sécurité congolaises et des milices ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, ADF. Le rapport note par ailleurs que, contrairement à une opinion largement répandue, il n'y a pas de corrélation systématique entre les violences et les zones minières. Seulement 20% des incidents violents se produisent dans un rayon de 20 km d'une mine. Bien que certaines violences soient directement associées aux efforts de contrôle des zones minières, les groupes armés tirent des revenus de nombreuses sources, notamment la production du charbon de bois, le braconnage, les enlèvements et la taxation de tout type de marchandises et de trafic. L'Est de la RDC en proie à l'insécurité, le cauchemar dure depuis 25 ans.